Bien, bonsoir à tous. Merci donc de me donner le plaisir et l'honneur d'inaugurer ces conférences, du coup, parce que si j'ai bien compris, c'est une première. Effectivement, ce soir, je voudrais voilà, partager avec vous ce qui se retrouve un petit peu dans ce livre que j'ai écrit et donc qui est paru à la fin du printemps. Qui en fait est un livre qui est issu de à peu près 10 ans de travail dans le secteur de la défense, notamment le travail que j'ai pu mener quand je travaillais pour une revue que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Défense et Sécurité Internationale, dans laquelle, entre autres choses, j'avais une chronique de stratégie qui s'appelait Penser la stratégie, et dont ce livre est directement issu, puisque c'est une sélection que j'ai faite d'un certain nombre des textes qui étaient parus à l'époque dans DSI. Et le mandat, et puis après j'arrêterai de parler du livre et je rentrerai dans le vif du sujet, le mandat était de lier des problématiques de stratégie plutôt contemporaines, donc des problèmes d'actualité, des problèmes qui touchaient les armées françaises ou étrangères au moment où ces textes étaient écrits, et de les lier avec une réflexion plutôt historique, puisque de formation, je suis historien militaire. Et donc, c'est à la fois un livre d'histoire, un livre de stratégie, un livre qui traite aussi de questions internationales, de politique publique, et un petit peu de tous les différents domaines, toutes les différentes questions de défense sur, je dirais, la décennie, un peu moins d'une décennie, parce que les derniers textes ont quelques années maintenant, mais sur, je dirais, à partir de 2010 jusqu'à la fin de la décennie 2010. Donc voilà un petit peu ce livre-là, et évidemment, nombre des textes étaient nourris par les multiples rebondissements ou les multiples épisodes de l'évolution de la défense de la France sur ces différentes années, puisque quand j'ai commencé à travailler sur les questions de défense, le premier sujet sur lequel j'ai été amené à plancher, c'était la guerre en Afghanistan. À l'époque, les Français étaient présents en Afghanistan. On voit qu'aujourd'hui, nous n'y sommes plus, mais nous sommes au Sahel. Il y a eu un certain nombre d'évolutions. Il y a eu des livres blancs, il y a eu des revues stratégiques, il y a eu un certain nombre de documents structurants pour la défense de la France, et aussi parce que la défense c'est au cœur de la politique, parce que la guerre est un des grands sujets de la politique, des évolutions qui touchent directement au devenir de notre pays, et qui donc concernent, au-delà des professionnels de la guerre, des professionnels de la défense, qui concernent, en tout cas c'est ma conviction, tous les citoyens. J'en profite pour dire que malheureusement, dans notre pays, les questions de défense généralement atteignent difficilement la place publique. On en parle quand il y a des drames, on en parle quand il y a des catastrophes, mais on n'en parle pas tellement pour interroger les grands choix politiques qui sont faits. Alors, les experts ont tendance à s'en féliciter parce qu'ils parlent d'un vrai consensus politique sur les questions de défense. C'est en partie vrai, c'est un peu le dernier domaine, je dirais, du gaulo-mitterrandisme, c'est-à-dire cette espèce de consensus qui pouvait exister entre les deux moitiés de l'hémicycle sur un certain nombre de questions régaliennes. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de points, un certain nombre de questions qui mériteraient d'être questionnées davantage en public. D'abord parce que très souvent les citoyens sont assez peu concernés par la force des choses, mais en tout cas assez peu instruits de ces questions-là. Et puis parce que nous vivons dans un monde où ces questions-là deviennent de plus en plus prégnantes, redeviennent de plus en plus prégnantes. On les avait un petit peu oubliées, on était dans notre Europe cocon, bien protégée. On pensait que la guerre était quelque chose qui avait disparu de notre horizon. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On le voit aujourd'hui un peu plus dans l'actualité, si on pense à ce qui se passe entre la Grèce et la Turquie, par exemple. Mais on l'a vu de manière beaucoup plus dramatique il y a quelques années, avec des attentats sur le sol français, avec l'intervention au Mali, avec un certain nombre d'événements. Donc,
Il y a malheureusement en France un débat sur les questions de défense qui est insuffisant et qui mérite d'être davantage porté sur la place publique. Donc c'est un petit peu une des raisons qui m'ont poussé à publier ces textes. De manière générale, on est face à un climat, un contexte politique où il y a un décalage réel entre la situation du pays, la perception que les politiques et un certain nombre des citoyens peuvent se faire de l'état de la défense du pays et une réalité qui est en fait beaucoup plus dramatique et dégradée que ça. Alors du coup, je vous propose ce soir de parler de la défense de la France à grands traits. Évidemment, on pourra explorer peut-être plus en détail tel ou tel aspect dans la partie discussion qui suivra. Et je ne doute pas que vous aurez des questions à me soumettre. Simplement, avant, je pense qu'il est utile de faire un peu d'histoire et de revenir sur les évolutions de la défense de la France depuis une cinquantaine d'années. Alors pourquoi une cinquantaine d'années? Parce que le premier livre blanc sur la défense, il date des années 70. C'est un exercice qui était assez nouveau, puisque avant on était dans le domaine réservé gaullien. L'Élysée arbitrait les orientations de la politique étrangère et de la politique de défense. Le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères, pour sa partie, le mettaient en musique, et puis les finances publiques suivaient. C'était un petit peu comme ça que ça s'organisait. Ce qui a été constitué à l'époque du général de Gaulle, c'est encore notre héritage commun. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les armées françaises sont dans un état qui font de notre pays, de fait, la première et peut-être la seule puissance militaire crédible du continent européen. On le doit exclusivement ou presque aux acquis de la période gaullienne, ou gaulo-pompidolienne pour aller vite, puisque certains des programmes initiés sous de Gaulle se sont en fait matérialisés qu'après le départ du général de Gaulle du pouvoir. Néanmoins, on voit bien qu'une politique de défense qui a été pensée dans les années 60, on est en 2020, donc c'était il y a quand même un certain nombre de décennies, dans un monde qui n'a plus grand-chose à voir avec celui dans lequel on vit aujourd'hui, ne peut pas éternellement suffire à constituer le socle solide d'une politique de défense française. Depuis les premiers livres blancs, donc je disais que le premier date des années 70, en fait on assiste à un étiolement progressif de l'édifice gaullien. Avant la fin de la guerre froide, déjà pour des raisons d'économie, ce n'est pas un hasard si ces questions-là, les questions de défense commencent à être questionnées sous l'angle budgétaire après ou à partir des chocs pétroliers, parce que on commence à être dans une période où les 30 glorieuses sont finies, on est sur des croissances économiques qui sont plus faibles, voire qui sont très mauvaises, et donc la défense coûte cher. Et le souvenir de la guerre disparaissant petit à petit dans les consciences, la défense devient un centre de coût et donc une cible assez évidente des financiers. Arrive la fin de la guerre froide et là on a deux grandes réformes ou grandes inflexions de la politique de défense de la France. La première qui est assez importante, on pourra revenir sur les causes. La première qui est assez importante, c'est la fin de la conscription, qui marque une rupture historique majeure, puisque la conscription existait sans discontinuité, même si elle avait pu prendre des formes différentes en France depuis la loi Jourdan, c'est-à-dire depuis la Révolution française. Décision est prise par Jacques Chirac de mettre fin à la conscription pour faire une armée professionnelle. Armée professionnelle qui, de ce moment-là, ne cesse de diminuer en format, en moyens et en capacité, puisqu'en fait, à chaque revue de la politique de défense de la France, on est dans ce qu'on a appelé à l'époque les dividendes de la paix, c'est-à-dire l'idée qu'avec la fin de la guerre froide, il n'y avait plus de menaces. D'ailleurs, vous avez, je ne sais plus c'est lequel des livres blancs, je crois que c'est celui de 2008 qui s'ouvre sur la France ne se connaît pas d'ennemis. Ce sera intéressant de reposer la même question aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait se poser cette question-là autrement. À partir de la fin de la guerre froide, donc, on est dans ce qu'on appelle les dividendes de la paix. On passe d'un budget de défense qui était en gros à 3 points de PIB à un budget de défense autour de 1,5 point de PIB. Donc vous avez une division par 2 des moyens de la défense, alors que dans le même temps, la guerre du Golfe de 1991 met en évidence
un réel décalage technologique entre une armée française qui était restée sur une armée de conscription. Alors, je ne parle pas de la dissuasion nucléaire, hein, qui est à part, mais une armée conventionnelle française qui était grosso modo restée dans les années 70 en termes de matériel, de doctrine, et qui était très performante pour gérer des crises limitées en Afrique, mais qui était absolument plus au niveau de ce qu'étaient capables de mettre en œuvre les Britanniques et les Américains en termes de moyens de combat, et qui donc se retrouvait face à un décalage technologique important. Et donc au même moment, il faut financer une forme de rattrapage technologique avec tous les risques que ça a pu avoir en termes notamment de tentation de faire comme les Américains, et ça on pourra en reparler dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, parce que c'est une tentation permanente, alors que nos besoins ne sont pas les mêmes, mais nos cultures stratégiques ne sont pas les mêmes non plus. Il y a ce rattrapage à financer, il y a la professionnalisation à financer, parce que ça a nécessité une réorganisation plus ou moins conséquente selon les armées, mais quand même assez importante, parce qu'on n'administre pas une armée professionnelle de la même manière qu'on administre une armée de conscrits. En même temps qu'il y a ça, eh bien, les budgets ne cessent de diminuer, ce qui fait que, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'on est passé d'une armée de terre modèle professionnel telle qu'elle était conçue à l'époque de la présidence Chirac à quelque chose comme 300, alors une armée globale à 350 000 hommes tout compris, 2 porte-avions, 300 ou 400 avions de combat, à une armée aujourd'hui qui est divisée quasiment par 2 par rapport à ces chiffres-là, et dont les moyens, quoique performants, sont extrêmement limités. Et donc qui est en fait adapté à des crises toutes petites, ou en tout cas seule, elle ne peut pas gérer plus que, disons, des crises comme le Mali, où en fait déjà sur certains points, on a vu que sans l'aide de nos alliés, et notamment l'aide américaine, eh bien on avait du mal à accomplir certaines missions. C'est encore le cas aujourd'hui. On est assez dépendant sur certains domaines de l'aide américaine. Donc en fait, on a quitté un modèle gaullien qui voulait que la France se tienne par elle-même et soit capable de se défendre par elle-même, avec un socle qui est la dissuasion, qui lui n'a qu'assez peu été touché au fil des réformes, mais dont le deuxième pilier était une armée conventionnelle appuyée sur la conscription, qui était chargée essentiellement de défendre le territoire en avant, c'est-à-dire en Allemagne, dans le concept de la guerre froide, et puis d'intervenir dans un certain nombre de crises périphériques, à une situation où on a une dissuasion plutôt réduite aux acquets, parce qu'en fait on ne peut pas descendre en dessous du format actuel sans mettre en péril la doctrine, et une armée professionnelle qui, quoique extrêmement performante et faisant de nous, encore une fois par défaut, la première puissance militaire d'Europe, est en fait une armée qui est en permanence en surchauffe ou quasiment en surchauffe. Parce que nous avons divisé par 2, encore une fois, l'effort national dans la défense en l'espace d'une vingtaine d'années, et depuis une décennie, on est à peu près au même niveau. Ne vous trompez pas sur les annonces qui ont pu être faites concernant l'augmentation des budgets de défense au début de l'actuel quinquennat. Ces annonces, en fait, si vous retranchez de l'augmentation budgétaire le fait qu'il faut payer la modernisation de la dissuasion. Ça arrive à peu près tous les 20 ans, mais il faut changer les sous-marins, il faut travailler sur de nouveaux missiles, il faut travailler sur de nouveaux porteurs aériens, etc., etc. Tout ça a un coût. Si vous enlevez ce financement de la dissuasion, si vous enlevez la nécessité de moderniser un certain nombre de moyens, et si vous enlevez le financement des opérations extérieures, ce qui représente à peu près 1 milliard par an depuis 10 ans, et qui désormais est réintégré au budget de la défense, en fait, l'augmentation budgétaire qui a été annoncée au début du quinquennat actuel, elle a déjà disparu. Donc vous ne pouvez pas augmenter davantage les capacités de la France. Or, face à cela, et à l'inverse de ce qui a pu être dit dans les différents livres blancs qui se sont succédés, notamment les 2 derniers, celui de 2008 et celui de 2013, et la revue stratégique qui a suivi, qui était un début d'inflexion mais assez timide, contrairement à ce qui a été dit à l'époque, qui était en substance, il n'y aura pas de guerre. C'est un peu, en fait, quand je vais faire un détour par l'histoire. Dans les années 20,
pour des questions budgétaires, le Royaume-Uni a décidé une règle qui s'appelait la règle des 10 ans, qui était une règle de planification budgétaire qui prenait comme postulat pour définir le budget des armées britanniques l'idée qu'il n'y aurait pas de guerre dans les 10 ans à venir. Donc en 1920, pas de guerre en 1930, en 1921, pas de guerre en 1931, et ainsi de suite. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, ça a été quand même prolongé, et le réarmement n'a commencé qu'en 1937. On s'est trouvé un peu dans la même situation en France à l'issue de la guerre froide. On est parti du principe que c'était la fin de l'histoire, d'une certaine manière, que ça y est, les démocraties libérales avaient gagné définitivement, qu'elles n'avaient plus d'ennemis parce qu'il n'y avait plus d'idéologie concurrente, et que en conséquence, eh bien, le rôle des armées, le rôle de la défense n'était plus de défendre le pays, mais était de défendre un certain ordre international et d'être une sorte de police internationale. Et donc, vous doutez bien que quand on a une armée de gestion de crise internationale et de police internationale, elle n'a pas besoin de l'ensemble des outils nécessaires pour faire la guerre. Donc on s'en est progressivement débarrassé. On a aujourd'hui une armée qui est une armée de gestion de crise, chose qu'elle fait très bien, mais une armée qui, dès qu'il faut qu'elle fasse plus, eh ben, comme je le disais tout à l'heure, est rapidement en surchauffe. Les livres blancs successifs constataient dans leur préambule, dans leur première partie consacrée, je dirais, à la situation géopolitique internationale, une lente dégradation du cadre, et dans la deuxième partie consacrée aux moyens, expliquaient qu'en fait, il n'était pas nécessaire d'avoir des moyens importants. Ce qui donnait un document un petit peu schizophrène, qui disait en substance, le monde est en train de devenir de plus en plus dangereux, c'est pour ça qu'il faut réduire nos moyens. Vous aboutissiez à quelque chose qui est un petit peu paradoxal. En fait, évidemment, le document était écrit à l'envers, c'est-à-dire qu'on commençait par ce qui s'est appelé dans le quinquennat Sarkozy la revue générale des politiques publiques, et puis ce qui n'a plus eu ce nom par la suite, mais c'était la même idée. On commençait par dire qu'on allait réduire les budgets, en fait, et ensuite, on écrivait un document qui permettait de justifier que non, on n'avait pas besoin de moyens conséquents, que oui, on pouvait réduire les capacités de la défense, et on pouvait réduire les capacités des armées. Tout ça, comme je le disais en préambule, dans l'indifférence assez générale du public, extrêmement mal informé sur ces questions, endormi par un discours de la fin de l'histoire, que selon le terme et l'idée développée par l'américain Francis Fukuyama, qui était que, effectivement, il n'y avait plus réellement de menace, que la menace c'était plutôt des désordres, des États faillis ou des États voyous, les formules variaient, mais que tout ça était assez gérable, et puis se gérait surtout plus du tout seul, mais se gérait en coalition. C'était l'autre grand postulat et l'autre grande rupture de cette politique de défense. Avec la fin de la guerre froide est arrivée l'ère des coalitions. Là où, tirant leçon de l'expérience historique, la politique gaullienne était une politique non pas de la solitude et de l'isolement, non pas de l'autarcie, mais d'une souveraineté et d'une indépendance nationale qui était jugée comme le préalable au fait de pouvoir ensuite avoir des alliés. L'idée était qu'on ne pouvait pas dépendre de l'extérieur, même si on était en mesure de pouvoir s'appuyer sur des alliés. On est passé à une logique de coalition, dans laquelle on n'était plus dans une logique d'indépendance qui s'épaulait mutuellement, mais dans une logique d'interdépendance et d'abandon de souveraineté au profit d'un travail à plusieurs. L'idée étant qu'avec plusieurs nains, on allait finir par faire un géant. C'est la logique qui sous-tend la défense européenne. La défense européenne, vue par les Français, et j'insiste parce que les autres pays européens ne la voient pas de cette manière, qui est l'autre axe fort qu'a pris cette politique de défense, eh bien la défense européenne, qu'est-ce que c'est? C'est la France ne veut plus dépenser autant qu'auparavant pour sa défense, se persuade, et s'est persuadée, et ça c'est assez grave en termes de psyché collective, s'est persuadée qu'elle était un petit pays dans un monde de géants, et que donc sa seule solution c'était de faire une alliance de nains avec d'autres pays européens qui partagent à peu près les mêmes pathologies politiques et qui ont aussi désinvesti le champ, pour aller vite, du régalien.
Le problème, c'est qu'à l'épreuve des faits, cette doctrine-là ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France est rentrée dans cette défense européenne pour compenser sa faiblesse, mais toujours dans l'idée qu'elle allait pouvoir conserver ainsi un reliquat de puissance. C'est-à-dire qu'il y a un inconscient gaullien quand même qui continue de poser la politique étrangère française en termes de puissance. Ça n'est pas le cas chez un certain nombre de nos voisins européens. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, pour ne citer que les grands pays, n'ont plus aujourd'hui de politique de puissance. L'Allemagne a une politique mercantiliste, par exemple, mais elle n'a pas une politique de puissance, elle ne s'affirme pas sur la scène internationale comme une puissance. L'Italie et l'Espagne, de même. Et eux n'ont même pas la puissance économique qui leur permet d'avoir le mercantilisme allemand. Ils sont plutôt dans une situation de faiblesse de ce point de vue. Nous avons une faiblesse économique, mais qui est compensée par une politique, ou en tout cas une volonté ou une velléité de politique de puissance dans le domaine international, mais pour laquelle on cherche en permanence des appuis qui nous font largement défaut. La réalité du terrain de la défense européenne, c'est que le premier et le seul partenaire militaire crédible de la France aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est les seuls avec qui on peut travailler réellement en opération et qui sont capables de nous épauler dans l'opération. Les autres fournissent des capacités essentiellement symboliques, font surtout de l'affichage politique et en pratique font pas grand-chose. Les Britanniques, qui étaient notre autre partenaire, sont en train de sortir de l'Union européenne, comme vous le savez, et eux ont subi une cure d'amaigrissement de leurs moyens encore bien plus terrible que la nôtre, ce qui fait qu'ils sont en déclassement quasi complet dans le domaine militaire. Ils vont garder que des capacités, sinon anecdotiques, en tout cas trop limitées, pour être un réel partenaire. Face à cela, donc, on est aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale où on a une armée qui fait beaucoup d'opérations, on a une politique étrangère qui se veut être une politique étrangère de grande puissance, on a un volontarisme européen affiché, mais qui en fait ne débouche pas sur grand-chose parce que nos partenaires ne partagent pas la même vision de l'Europe que nous, en tout cas dans ce domaine-là. Et on a une situation internationale qui est en train d'invalider les uns après les autres tous les postulats qui ont été pris depuis les années 90. Un exemple flagrant est la crise entre la Grèce et la Turquie qui était latente depuis longtemps, puisque l'une des motivations majeures, historiques majeures, pour laquelle les États-Unis ont fait rentrer la Grèce et la Turquie dans l'OTAN, c'était pour avoir un œil sur les deux pays et éviter qu'ils se fassent la guerre, avec le risque qu'il y en ait un des deux dans ces cas-là qui s'allie à l'époque à l'Union soviétique. Vous noterez que c'est toujours un petit peu le cas. La Russie joue un jeu double, à la fois se rapprochant d'Erdogan et en même temps entretenant des liens anciens, parce que ce sont deux pays orthodoxes, notamment avec la Grèce. Eh bien, qu'a fait la France? Elle a signé un accord de défense bilatéral avec la Grèce, assorti de la vente notamment d'avions Rafale et puis peut-être demain de navires de guerre. Elle a donc signé un accord bilatéral avec un autre État membre de l'Union européenne et un autre État membre de l'OTAN, ce qui invalide de fait, en tout cas, on peut considérer que c'est le cas aux yeux du gouvernement français et du gouvernement grec, ce qui invalide de fait l'article 5 de l'OTAN, qui n'est pas fiable, puisque si vous avez l'article 5, normalement c'est une clause de défense collective, vous n'avez pas besoin de signer en plus des traités bilatéraux, et qui invalide aussi les traités de l'Union européenne en matière de défense, puisqu'il prévoit aussi que les États membres se doivent assistance en cas d'agression contre l'un d'entre eux. Si vous estimez nécessaire de signer un accord bilatéral entre deux États membres de l'Union européenne, c'est que les traités de l'Union européenne, vous estimez qu'ils ne valent pas plus que le papier sur lequel ils sont imprimés dès lors que la crise ou la guerre menace. Donc tous les postulats de la défense française pris depuis les années 90 sont en train d'être invalidés. On est dans une situation où il faut se tenir prêt à être seul, à nouveau. Seul parce que les États-Unis, même si je disais que c'est le seul partenaire avec qui on arrive à travailler, on voit bien que les États-Unis ne regardent plus vers l'Europe,
ou que quand ils regardent vers l'Europe, ils ne regardent pas dans la même direction que les Européens. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même beaucoup plus flagrant aujourd'hui que ça a pu l'être par le passé. Et que leurs intérêts en Europe ne sont pas forcément les intérêts des États européens, notamment la politique russe poursuivie par les administrations américaines successives, entraînant l'Europe à sa suite, n'est pas forcément dans l'intérêt de l'ensemble des États européens. Et on voit bien les réticences que des pays comme la France ou l'Allemagne, quels que soient les gouvernements en place, ont pu manifester à l'égard des États-Unis. Mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes en termes de peut-on compter sur cet allié ? Nos partenaires européens ne sont pas des partenaires fiables. Dans le cas de la crise grecque, ça a quand même été courage fuyant pour défendre la Grèce face à la Turquie. Alors chacun avec ses raisons, hein. Je veux dire, l'Allemagne a la première diaspora turque en Europe, donc ça crée un certain nombre de problèmes intérieurs potentiels. Il y a aussi des liens économiques assez clairs qui existent et qui posent la question de l'intérêt. Je ne suis pas du tout en train de juger là la politique de ces États-là, mais simplement il faut bien comprendre que les États suivent leurs intérêts. Et donc, nous ne pouvons pas partir du principe que les intérêts de nos voisins coïncideront avec les nôtres. Or, l'un des postulats de notre politique de défense, de notre politique étrangère, est précisément que les intérêts de nos voisins seront les mêmes que les nôtres, toujours. Or, on voit bien que dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, cette crise-là est un révélateur. On peut prendre aussi, et ça depuis de nombreuses années, la timidité extrême des autres puissances européennes à venir épauler la France en Afrique, alors qu'il est assez évident que si le Sahel s'effondre, la déstabilisation en cascade que ça pourrait provoquer avec des foyers islamistes juste au sud de l'Algérie, qui est un État fragile, parce que le régime algérien est assez largement décrédibilisé en interne auprès de sa propre population. Et donc, les effets que cela pourrait avoir sur le Tchad, sur l'Afrique subsaharienne, eh bien, seraient de nature à provoquer une crise migratoire majeure qui déferlerait sur l'Europe comme ça a pu être le cas au moment de la crise syrienne. Et pourtant, nos voisins se désintéressent assez largement de ces questions, considérant qu'ils ne sont pas concernés. Donc on voit bien que nos postulats, qui consistaient à travailler en coalition, à européaniser la gestion des crises, notamment en Afrique, à diminuer nos moyens en conséquence, en considérant qu'on pourrait toujours s'appuyer sur d'autres puissances, eh bien, tous ces postulats-là sont en train d'être invalidés. Face à cela, comme je le disais, nous avons un débat politique qui est extrêmement faible, pour ne pas dire quasiment inexistant. On reparle des questions de... Quand on parle des questions de défense en France, c'est généralement d'une manière complètement caricaturale. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, je ne sais plus c'était de quelle campagne présidentielle, de la question posée aux candidats sur combien avons-nous de sous-marins, ce qui en dit long sur bon, à la fois, bon, déjà, ils n'avaient pas la réponse, donc ça veut dire que même des questions basiques, ils n'avaient pas la réponse, mais il est quand même assez évident qu'une politique de défense, ce n'est pas juste compter les bateaux ou compter les chars. C'est des options bien plus engageantes pour le pays, et c'est quand même un tout petit peu plus complexe. Donc on est dans un niveau de débat public qui est catastrophique sur ces questions-là, malheureusement, qui fait que se produit en fait une guerre intestine un peu permanente entre d'un côté Bercy et de l'autre côté les armées, pour essayer les uns de tailler de plus en plus et puis de couper les membres, parce que comme il n'y a plus vraiment de gras, on en est là, et de l'autre côté de sauver l'essentiel, en sachant très bien que les jours qui nous attendent ne seront pas meilleurs. Donc la seule façon dont on peut sortir, je dirais, de ce face-à-face interne à l'État et interne à l'administration, c'est en portant le débat sur la place publique, en posant la question de la politique étrangère, en posant la question de la politique de défense et en réinstruisant les citoyens sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que
la crise gréco-turque n'est qu'un petit phénomène, n'est qu'un signe avant-coureur du monde de crise dans lequel nous entrons. On voit bien que la disparition des grandes idéologies du XXe siècle n'entraîne pas la disparition des rivalités de puissance. La disparition de la pauvreté dans certaines régions n'entraîne pas la pacification des rapports internationaux. C'est même plutôt le contraire qui se produit. Vous avez des gens qui ont des moyens supplémentaires et qui donc sont en mesure d'affirmer des puissances, d'affirmer leur puissance, d'affirmer leurs ambitions, puisqu'ils ont résolu un certain nombre de problèmes intérieurs. C'est-à-dire, si la Chine aujourd'hui est aussi affirmée en Asie, pour ne pas dire agressive, avec un certain nombre de ses voisins, c'est aussi parce que dans les décennies qui ont passé, elle a su sortir 1,5 demi-milliard d'êtres humains de la pauvreté. Et qu'elle a su passer d'un état agricole sous-développé à une puissance technologique de premier plan, qui ne se contente pas, comme on l'entend encore trop souvent, de copier les Occidentaux, mais qui est capable aujourd'hui de concevoir ses propres systèmes, ses propres doctrines et ses propres moyens. La seule chose qui manque à la Chine, c'est l'épreuve du feu. Mais, là encore, l'histoire, et malheureusement, on est gouverné aujourd'hui par des gens qui n'ont pas de culture historique, je pense. L'histoire montre bien qu'il y a eu des cas par le passé d'armées qui n'avaient pas connu l'épreuve du feu et qui, quand elle est arrivée, se sont révélées tout à fait performantes. En 1870, l'armée française était l'armée la plus expérimentée d'Europe. C'était un peu l'armée américaine d'aujourd'hui, si vous voulez. Elle avait fait des opérations dans le monde entier, elle savait se projeter comme personne, elle avait une expérience du combat qui était inégalée dans le monde, et elle était encore auréolée de la gloire des guerres napoléoniennes, comme les Américains le sont aujourd'hui de leur victoire de la Seconde Guerre mondiale. En face, vous aviez une armée prussienne qui avait peu combattu depuis 1813, donc depuis 60 ans, qui était considérée comme une armée de second plan malgré sa victoire contre l'Autriche, parce qu'elle n'avait pas l'expérience du combat, etc. Bon, il y a eu une guerre en septembre 1870 entre la France et la Prusse et ses alliés allemands, qui s'est quand même extrêmement mal terminée pour nous, parce que certes ils n'avaient pas l'expérience du combat, mais pendant que nous nous préparions à faire des guerres coloniales, eux se préparaient à faire des guerres modernes. Et nous sommes un peu aujourd'hui dans le même type de situation. Donc, nous allons vers un monde de crise. Nous allons vers un monde où, en plus, nos grilles de lecture pour comprendre ces crises, qui sont essentiellement des grilles de lecture qu'on a héritées du XXe siècle, ne fonctionnent pas. Non, nous ne sommes plus face à des puissances fascistes. Non, nous ne sommes plus face à l'international communiste. On n'est plus face à des grandes idéologies. On est face à des pays dans lesquels il y a des idéologies. Je veux dire, en Turquie, par exemple, on ne peut pas ne pas mentionner le rôle de l'islam politique. En Chine, oui, c'est vrai, c'est toujours un parti qui s'appelle le Parti communiste qui est au pouvoir, mais les déterminants politiques de ces pays-là, en tout cas en matière de politique étrangère, ne sont pas strictement des déterminants idéologiques. Entre la Grèce et la Turquie, aujourd'hui, il est bien plus question de gaz et de matières premières et de position en Méditerranée orientale plutôt que d'idéologie. Nos grilles de lecture ne sont pas du tout adaptées à ça. Parce qu'on persiste à essayer de trouver des bons et des méchants. Ce qui pose problème. Parce que déjà, dans un certain nombre de crises, qui est le bon, qui est le méchant, c'est pas du tout évident de le dire. Et ensuite, à lire comme ça les situations, on a tendance à oublier qu'en face de nous, même si ce sont des gens dont les idées nous répugnent, eh bien ce sont surtout des adversaires qui réfléchissent. Et à force de voir le monde d'une manière morale, on oublie de le voir de manière politique, et on se désarme parce qu'on obère une partie de la pensée de l'adversaire. Donc face à toutes ces crises-là, il y a la question de l'outil, et je pense vous avoir montré que c'est un outil qui n'a cessé de s'affaiblir, malheureusement.
Mais il y a aussi la question de la doctrine, qui est d'abord la doctrine politique avant d'être la doctrine militaire, et qui est l'autre grand problème de la défense française. Puisque, encore une fois, au risque de vraiment marteler ce sujet-là, nous sommes un petit peu dans un monde de bisounours, où forcément nos alliés sont des gens très gentils qui seront toujours là pour nous, ça n'est pas vrai. Nos ennemis sont des gens très méchants, et ils sont tellement méchants que ça se verra tout de suite, et que forcément le monde entier sera contre eux, ça n'est pas vrai. Nous sommes dans le sens de l'histoire, et que évidemment c'est nous qui allons gagner à la fin, parce qu'il y a toujours un petit peu cet inconscient hérité du XXe siècle. Et là encore, ça n'est pas du tout certain. Si nous désarmons, nul ne peut dire comment l'histoire va tourner. Et c'est pour ça aussi qu'il est important que ces questions-là deviennent des questions de réflexion publique et de débat public en France, parce que ça concerne tout le monde. Il y a eu un début de prise de conscience, mais qui a vite disparu au moment des attentats de 2015, quand on a vu qu'effectivement la guerre pouvait débouler en plein Paris. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est quelque chose qu'on s'efforce d'évacuer assez largement. Il ne faut pas l'évacuer. Il faut d'autant moins l'évacuer qu'on vit aussi dans un monde où les technologies ont évolué et où les événements pourront aller plus vite que par le passé. Je veux dire, quand vous avez des armes qui vont à Mach 7 ou, pour tout ce qui est informatique, à la vitesse de la lumière, vous pouvez imaginer qu'une crise peut subir des rebondissements ou passer des caps très rapidement et que le cœur du pays peut être touché assez vite. La dissuasion nucléaire ne protège pas de l'ensemble des menaces. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut affirmer. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, parce qu'elle protège d'un certain nombre de choses. Mais elle ne protège pas de tout. Et ces questions-là, encore une fois, sont absolument absentes du débat public et absolument pas dans les consciences des élites françaises, pour le dire vite. C'est donc quelque chose qu'il faut marteler parce que, eh bien, de la même manière que les crises économiques touchent tout le monde, les crises internationales touchent ou peuvent toucher tout le monde. D'ailleurs, l'un et l'autre vont souvent ensemble. Les crises sanitaires, comme celles qu'on connaît depuis le début de l'année, peuvent aussi et ont déjà des répercussions internationales. C'est évident que la capacité de récupération plus rapide de certains pays par rapport à d'autres leur permet d'avancer, ou le fait qu'ils ont choisi de laisser se développer l'épidémie sans confiner, par exemple, leur donne potentiellement des avantages pour prendre des positions internationales. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Et face à cela, eh bien, on souffre en France d'un déficit, encore une fois, de débat. Donc j'espère que voilà, des occasions comme ce soir permettent de sensibiliser à ces questions difficiles. Hein. Ce sont des questions difficiles qui sont souvent du coup des questions d'experts parce que ça nécessite de s'intéresser à des sujets complexes, à des pays méconnus, à des problématiques technologiques qui ne sont pas toujours évidentes à maîtriser, mais il est nécessaire de faire cet effort parce que je considère que ça fait partie du devoir citoyen, enfin en tout cas à titre personnel, je considère que ça fait partie du devoir d'un citoyen de se questionner sur ces questions-là, qui sont aussi importantes et aussi dimensionnantes pour notre vie quotidienne et qui vont l'être de plus en plus que les questions d'économie, que les questions d'environnement, que les questions de santé. Ou que les questions de sécurité. Et donc, voilà le tableau. Il n'est pas reluisant, hein, malheureusement. C'est un fait que probablement depuis 1945, la France n'a jamais été aussi mal défendue, non pas du fait de ceux qui la défendent, mais du fait du désarmement de ceux qui la gouvernent, désarmement intellectuel et désarmement moral avant tout. C'est un fait que, face à cela, la parenthèse internationale qui a été ouverte par la chute de l'URSS est refermée,
Elle n'est pas en train de se refermer, ça fait 10 ans qu'elle est en train de se refermer, elle est fermée. On est dans un monde nouveau qui n'est plus le monde de l'après-guerre froide, qui n'est plus le monde de l'ordre international de 1945, qui est un monde qui sera beaucoup plus chaotique et qui sera beaucoup plus dangereux. Et face à ce monde plus dangereux, il est important que collectivement, on se réarme et qu'on se réarme d'abord intellectuellement et moralement en réfléchissant à ces questions, en pensant la guerre. Je vais me citer parce que c'est le titre du livre, mais en pensant la guerre pour pouvoir la faire. Parce que si on doit la faire sans avoir pu la penser auparavant, ou en l'ayant mal pensée, nous sommes sûrs de la perdre. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet exposé, dont j'ai bien conscience qu'il est effectivement pas rose, mais malheureusement, si on est un peu lucide, on ne peut pas tellement faire un autre constat. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, des réactions, je serais heureux d'y répondre. Merci. Oui. Oui, alors c'est vrai que vous avez notamment dans le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé entre la France et l'Allemagne au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, cette idée que, alors il ne s'agit pas d'un partage du siège, il s'agit en fait d'un partage du staff diplomatique du siège français de l'ONU avec des diplomates allemands qui seraient intégrés aux équipes françaises. Évidemment, vous avez une partie de la classe politique allemande qui a profité de l'occasion pour demander à ce que la France partage, voire abandonne son siège à l'ONU au profit soit de l'Allemagne, soit de l'Union européenne. Alors, pour l'Union européenne, c'est assez simple, il faudrait changer les statuts de l'ONU, parce que l'ONU ne prévoit pas qu'une organisation internationale puisse être membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, pour le moment, en tout cas, on est un petit peu couvert. En ce qui concerne le partage avec l'Allemagne, ça risque d'être plus compliqué dans les années qui viennent, parce que tant que le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, vous aviez 2 États membres qui étaient au Conseil de sécurité de l'ONU avec le statut de membre permanent. La France va se retrouver seule, donc la pression qui va peser sur la France va être effectivement plus importante. Il me semble que ce serait une extrêmement grave erreur. Parce que, en la matière, la souveraineté ne peut pas se partager. Que abandonner un droit de veto à une puissance comme l'Allemagne, qui est une puissance qui est dans une forme de sortie de l'histoire, ça serait assez dramatique. La position internationale de la France s'appuie sur quelques atouts, dont celui-là, et ça serait même criminel, je pense, de l'abandonner. Mais ça va être très difficile pour des élites françaises qui sont largement européanisées aujourd'hui dans leur façon de penser, de résister à la pression qui va nécessairement venir d'une partie au moins de la classe politique allemande, pour que la France délaisse ce siège. Puisque en fait, l'idée est quand même assez répandue en Allemagne que dans la mesure où l'Allemagne est économiquement dominante, ça serait plutôt à elle que devrait revenir le leadership. Que de fait, on voit bien qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui a le leadership, à cause de cette question économique. Par contre, dès qu'on rentre un peu dans le dur et qu'on pose la question en termes de hard power, si vous voulez, c'est-à-dire de puissance d'agir militairement et diplomatiquement, bon, les Allemands pèsent pas beaucoup plus que la Belgique. Mais, enfin, ils ont plus de moyens, mais les 3/4 ne marchent pas, donc ils ne pèsent pas grand-chose. Mais clairement, il va y avoir une pression de plus en plus forte, et surtout, il va falloir y résister, parce que ce serait dramatique pour la France, et je pense que ce serait aussi dramatique pour l'Europe, parce que les Allemands ne sauront pas quoi faire de ce siège. Alors, il y a plusieurs sous-questions dans votre question, donc je vais essayer de faire une réponse d'ensemble. C'est vrai que telle qu'elle a été conçue à l'époque gaullienne, hein, on en revient encore là, mais c'est un peu le début de l'histoire contemporaine de la défense française, la politique industrielle de la France et la politique industrielle de la France en matière d'armement était d'abord supposée répondre aux besoins des forces françaises et ensuite, dans la mesure du possible,
répondre à des objectifs de politique étrangère qui consistaient à équiper un certain nombre d'alliés. Ça a assez bien marché à l'époque, hein, on a eu un certain nombre d'excellents succès industriels, je pense à l'avion Mirage 3 par exemple, qui s'est extrêmement bien vendu, je crois qu'il y a plus de 40 pays qui l'ont acheté. Ça n'empêche que c'est un avion qui avait été conçu pour l'armée de l'air française et pas pour les besoins d'un pays étranger. Avec la fin de la guerre froide, à cause de la baisse des budgets, et parce que les commandes françaises ne suffisaient plus à faire vivre l'industrie nationale, on a demandé à l'industrie de défense, et c'est assez indépendant de sa privatisation ou de sa non-privatisation, on a demandé à l'industrie de défense de travailler principalement pour l'export. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle 70-30 en termes de finances, où c'était 70% de la commande française et 30% de la commande export, donc je dirais que ça c'était du bonus, à un modèle 40-60, où c'est peut-être 40% qui part pour équiper les forces françaises et 60% du chiffre d'affaires qui doit se réaliser à l'export. C'est un vrai problème et c'est un vrai casse-tête industriel parce que pour faire vivre une entreprise à plus de 60% à l'export, sur un modèle extrêmement exportateur, il est évident qu'on ne peut pas concevoir des matériels qui sont trop typés pour les forces françaises. Et donc il y a une pression des industriels qui regardent leur carnet de commandes pour faire des matériels qui correspondent à des standards internationaux, mais pas nécessairement à ce dont la France a besoin. Un exemple récent pour la Marine nationale, ça a été l'arrêt du programme FREMM pour financer une autre frégate qui s'appelle la FDI aujourd'hui, qui en fait était jugée mieux adaptée aux besoins export, plus petite, un peu moins chère, etc., mais qui n'était pas spécialement ce que souhaitait la Marine nationale, qui aurait plutôt préféré prolonger la série des FREMM. Et ce problème-là, c'est que si vous ne faites pas ça, comme il n'y a pas assez de commandes nationales, c'est vrai que les industriels se retrouvent en difficulté économique. Et donc, soit on nationalise un secteur qui travaille à perte, mais en fait, ça ne marche pas très longtemps dans les faits, soit il faut augmenter massivement le budget d'équipement des armées, mais ça suppose d'instruire le débat politiquement, soit effectivement, on se retrouve dans la situation actuelle où c'est un entre-deux qui convient réellement à personne, ça ne convient pas réellement aux armées, mais ça ne convient pas réellement non plus aux industriels parce que leur modèle est extrêmement fragile. Du coup, quelle est la stratégie de fuite en avant industrielle? C'est le champion européen. On va essayer de faire plus gros pour avoir un marché intérieur européen global, dans lequel on pourra vendre nos matériels avec une masse critique suffisante pour ça. Le problème, ce qui se pose alors, c'est que nous n'avons pas les mêmes doctrines en Europe, qu'un certain nombre de nos partenaires préfèrent acheter américain, et que industriellement parlant, on voit bien que les Français cherchent à fabriquer des géants, mais que nos partenaires cherchent surtout à récupérer nos technologies. Donc, là, le problème est un problème d'abord politique, qui est un problème de volonté politique. On ne peut pas se payer une industrie de défense indépendante sans avoir un budget de défense de grande puissance. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, pour le dire aussi simplement. Et c'est vrai que la tentation existe, il peut exister, de développer des matériels, je dirais, de luxe pour rester dans la course avec nos partenaires, notamment américains, qui ont tendance à aimer les options de toutes sortes sur leur matériel, même quand ils n'en ont pas forcément besoin. Mais c'est aussi lié au fait que c'est la pression de l'export. Il faut être compétitif avec les matériels que les Américains notamment mettent sur le marché, alors que ce n'est pas forcément ceux qui effectivement nous seraient les plus utiles. Mais là encore, cette situation de dépendance à l'export, c'est le résultat de choix politiques. C'est le résultat d'un choix politique qui a consisté à diviser par deux le budget de la défense française dans l'espace de 15 ans et qui a consisté à dire du coup aux industriels, et encore une fois qu'ils soient à capitaux publics ou pas à capitaux publics, à la fin ça se gère de la même manière. Quand vous êtes à 60% dépendant de l'export, le client français, oui, c'est votre plus gros client, mais ce n'est pas forcément celui qui est prioritaire. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, je peux pas dire autre chose. La seule solution, la seule porte de sortie, en fait, il y en a deux. Il y a une porte de sortie qui consiste à ce que l'armée française cesse totalement de penser par elle-même
et s'adapte uniquement, se sautanise totalement par exemple, et pense aux standards américains. Et puis on pourra avoir des entreprises françaises qui font de l'ersatz US, si je puis dire. Ou alors il faut avoir une volonté politique qui consiste à nouveau, avoir un budget suffisant et avoir un investissement suffisant pour ne plus être autant dépendant de l'export. Alors, c'est pas de l'utopie. D'abord, c'est des projets qui sont en fait très anciens, parce qu'il y a eu un traité interdisant les armes antimissiles balistiques en 1972, je crois, de mémoire. Donc, c'est des idées qui existent en fait dès l'invention du missile balistique. Il y a une recherche de la solution anti-missile balistique. C'est assez logique, hein, on est dans la vieille et assez simpliste dialectique de l'épée et de la cuirasse. Ça a été remis au goût du jour dans les années 80 par ce qui s'est appelé l'initiative de défense stratégique et qui a été connue dans la presse sous le nom de Star Wars, qui a été lancée par l'administration Reagan et qui a en fait été à la fois une réelle tentative de shunter le problème de la dissuasion en se dotant de moyens antibalistiques, et puis qui était aussi une tentative de guerre économique pour pousser les soviétiques à investir de plus en plus massivement dans des technologies jusqu'à ce qu'ils aient plus les moyens. Cette partie-là a été efficace, la première un peu moins. Abattre un missile balistique, c'est possible. Il y a un certain nombre de méthodes qui existent, que ce soit un autre missile, que ce soit demain des armes à énergie dirigée, que ce soit un certain nombre de mesures. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Effectivement, ça peut déstabiliser la logique de la dissuasion, parce que si vous avez un adversaire qui, doté lui-même d'armes nucléaires, se considère invulnérable à la riposte parce qu'il a aussi des armes antimissiles balistiques, eh bien, cet adversaire peut devenir extrêmement dangereux, il peut être extrêmement agressif. S'il se considère invulnérable tout en ayant, lui, le chantage de la bombe, il peut être extrêmement agressif. C'est d'ailleurs exactement ce que pendant très longtemps a défendu la Russie sur ces questions-là, en disant « mais attendez, nous, notre première ligne de défense, c'était clair dans les textes, surtout à la période Helsinki, parce que de toute façon, ils n'avaient rien d'autre. Nous, notre première ligne de défense, elle est nucléaire, et donc le programme antimissile balistique américain est de nature à nous rendre très très nerveux. » Et vous imaginez bien que dans ce cas-là, on peut aller assez vite sur des crises graves. Bon, aujourd'hui, ils ont repris un niveau technologique suffisant pour être eux-mêmes re-rentrer dans cette logique de développement d'armes antimissiles balistiques. Mais pourquoi? Parce que aussi, depuis, vous avez des armes nouvelles qui sont apparues, qui redonnent aussi à l'offensive une certaine capacité. Le débat autour des armes hypersoniques, il est aussi un débat qui est que par rapport aux technologies balistiques des années 80, eh bien, on est sur des armes qui sont devenues, ou qui deviennent à nouveau plus difficiles à intercepter, avec des profils de vol qui permettent de manœuvrer et qui donc permettent potentiellement de se défendre, avec potentiellement demain de l'intelligence artificielle à bord de ces engins qui en feront des vrais appareils quasiment pilotés et qui du coup leur donneront des capacités défensives significatives. Donc en fait, c'est un débat qui n'est pas clos, mais qui ne remettra pas en cause la logique de la dissuasion. Simplement, il va imposer un certain nombre de courses aux armements. Le danger, il est peut-être plutôt là. Il met aussi en évidence un autre point, qui est qu'il y a une espèce de vision un peu simpliste dans le domaine militaire, qui est celle et enfin en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a cette vision qui existe, alors à la fois chez les amateurs, mais ce qui est aussi plus grave, c'est chez les spécialistes, qui est cette vision de l'arme miracle. L'arme miracle, celle qui, par son apparition, permet de gagner la guerre. Or, en fait, en pratique, c'est jamais aussi simple. C'est jamais aussi simple parce que toute arme a des contraintes, parce qu'il y a un certain nombre de contre-mesures qui généralement arrivent assez vite, parce que même quand elle fonctionne comme prévu, on se rend compte que l'adversaire peut-être a décidé qu'en fait, non, il ne se rendrait pas malgré tout. Et cette logique-là, elle repose souvent sur une interprétation erronée de l'histoire. Je vais prendre l'exemple de l'arme nucléaire parce que c'est un bon exemple. Aujourd'hui,
je pense, si je vous posais la question collectivement de savoir pourquoi le Japon s'est rendu en 1945, la plupart d'entre vous me répondront « le Japon s'est rendu à cause des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ». En fait, non. Le Japon s'est rendu parce que l'URSS était rentré dans la guerre, menaçait de débarquer au nord du Japon, et que les Japonais étaient pris entre l'étau américain et le risque communiste, et qu'ils ont choisi à qui ils se rendaient. Dire que la bombe n'a pas joué, c'est faux, c'est totalement exagéré, évidemment que ça a eu un impact, mais ce n'est pas ce qui a été décisif dans la décision japonaise de cesser les hostilités. Dès lors que les Américains ont accepté de garder l'empereur sur le trône, parce que c'était la chose sur laquelle les Japonais ne souhaitaient pas céder, dès lors que les Américains ont accepté cette condition, les Japonais se sont rendus très rapidement pour éviter ce qui s'est produit en Corée, c'est-à-dire un pays coupé en deux avec une zone d'occupation soviétique au nord et une zone d'occupation américaine au sud, parce que préserver l'unité nationale japonaise était plus importante que tout, mais c'était aussi plus important que sauver les villes japonaises de la destruction atomique. Tant que l'empereur n'était pas garanti, tant que le maintien de l'empereur sur le trône n'était pas garanti, ils étaient prêts à accepter d'autres bombardements. Donc on voit bien que la notion d'arme miracle ou d'arme décisive, elle est quand même à relativiser énormément. Et on est aujourd'hui aussi, dans ce débat sur les armes antimissiles balistiques, on est aussi un peu prisonnier de ces critères-là. C'est une arme, l'arme nucléaire c'en est une autre, ça permet un certain nombre de choses, ça permet notamment la dissuasion, mais la stratégie c'est un petit peu plus compliqué que juste l'opposition de deux armes. Voilà. Ouais, un caïd de quartier avec quand même la deuxième armée de l'OTAN en nombre. Il faut quand même le. Parce que le Sarfonder existe Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, bon, alors je sais pas combien de temps, je crains que ça dure encore un petit peu malheureusement, mais je pense que ça touche à un point que j'ai abordé plus tôt, qui est que on a des élites politiques, mais pas que, qui sont désarmées intellectuellement et moralement, c'est-à-dire qui n'entendent pas le langage du rapport de force. Ils ne le comprennent pas en fait. Ils ne le comprennent pas et c'est malheureusement l'état de notre société. Et de la même manière que quand vous avez des agressions mortelles et que ça s'est rebaptisé incivilité par le président de la République, là on est un petit peu dans l'équivalent international. Vous avez une puissance étrangère qui se permet grosso modo de mettre en joue un de nos bâtiments de guerre, parce que ça équivaut à ça. Et la réaction, c'est on va convoquer un Conseil européen. C'est quand même pas très gentil ce que vous faites. Bon, c'est évident que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, mais parce que je pense que la logique du rapport de force, en tout cas de ce rapport de force-là, c'est-à-dire du rapport de force violent, est en train de nous devenir de plus en plus étrangère. Et ça, je pense que c'est une question d'éducation. Ça fait tellement de décennies qu'on nous apprend, je vais être caricatural, mais à être gentil, à être non-violent, à mettre en avant comme héros de la société les gens qui prônent justement la non-violence, qu'on oublie que de temps en temps, même les gens les plus pacifiques doivent être capables de se défendre. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne, dans notre société. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans notre société. Et donc, quand vous avez un dirigeant international ou un caïd dans la rue, si on sort tout à l'heure, qui est agressif, qui tient ce langage effectivement, qui tutoie, c'est complètement désarmant pour beaucoup de Français, et c'est la même chose dans les relations internationales. Et ça effectivement, c'est très grave. Parce que ça ne permet pas de nous faire respecter, mais ça invalide aussi la dissuasion. Vous pouvez bien avoir des armes nucléaires, mais si vous vous comportez comme une chiffre molle, l'adversaire il va penser que vous n'allez jamais vous en servir. Donc on arrive assez vite à des situations dangereuses.
Et ça c'est effectivement dramatique, mais c'est un problème qui dépasse la politique étrangère, c'est un problème de société pour moi. C'est des domaines d'excellence, il y en a beaucoup en France, heureusement. Et oui, là où faut pas être pessimiste. D'ailleurs, je fais un constat qui peut sembler pessimiste, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste de tempérament. C'est simplement que je considère qu'il faut savoir où on se trouve. Et donc, j'essaie de faire un constat lucide. Du coup, il n'est pas reluisant, mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est que le socle pour reconstruire existe. Il n'a pas encore été démantelé. Vous avez tout à fait raison, il y a un certain nombre de domaines d'excellence technologique, mais on est aussi un pays qui est encore capable de produire des gens qui ont envie de le défendre. Ce n'est pas le cas de tous les pays. On a quand même moins de problèmes de recrutement, même si on peut en avoir, mais on en a moins que dans les pays européens qui nous entourent. On a une solidité malgré tout de la société française qui, même si elle est plus fragile qu'elle l'a été, reste réelle. Et donc il y a un certain nombre de... Je dirais que il n'y a rien de fondamentalement dysfonctionnant dans l'état de la France, si ce n'est à la tête en fait, où c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Politiquement, nous avons des problèmes. En termes de formation des élites, nous avons des problèmes. En termes de capacité technologique, en termes de capacité humaine, en termes même de sentiment national, je pense qu'on a plutôt motif à être optimiste. Simplement, il faut en faire quelque chose. Voilà. Le problème, c'est ça. Soit en la rachetant, hein, c'est toujours possible, soit en prenant des mesures qui aujourd'hui ne sont pas prévues par les traités européens, qui s'appellent nationaliser, hein, ça existe toujours. Mais tant que la technologie reste produite en France, on peut toujours en récupérer. Après, le problème, c'est plus si c'est plus les secrets industriels qui vont avec, qui eux de toute façon sont déjà partis. Par contre, la capacité de production, oui, on est en mesure de la récupérer pour le moment. Maintenant, si demain l'actionnaire décide qu'il ferme la chaîne, là on sera obligé de s'adapter. Et ce qui va se passer en fait dans la pratique, c'est que comme on ne pourra pas abandonner la capacité, le contribuable français sortira un gros chèque et après on nous expliquera que quand même tout ça coûte très très cher et qu'il faut peut-être encore réduire les moyens. Donc le souci effectivement, c'est ces abandons de souveraineté industriels, ils sont rarement irrattrapables, par contre ils sont excessivement coûteux et ils peuvent malgré tout avoir des conséquences stratégiques. Donc la situation est grave mais pas désespérée si vous voulez résumer. Alors je vais répondre dans le sens inverse du coup de vos questions. Je vais commencer par la brigade franco-allemande parce que ce sera assez bref. La brigade franco-allemande, c'est une unité qui a aujourd'hui une valeur essentiellement symbolique. Quand Nicolas Sarkozy avait fait la revue générale des politiques publiques avec le livre blanc associé, il avait été question de supprimer la brigade franco-allemande, parce qu'en fait, elle n'avait jamais été déployée, d'ailleurs, elle n'a toujours pas été déployée, encore constituée, c'est-à-dire avec l'ensemble de ces unités en opération, pour une raison simple, c'est que les Allemands ne déploient pas leurs unités dans des opérations de combat. Donc du coup, on ne peut pas, en fait, aussi une brigade dont on ne peut pas se servir. Mais à ce moment-là, les Allemands avaient été montés au créneau pour défendre la brigade franco-allemande parce qu'ils y sont attachés en tant que symbole politique et avaient même accepté un montage par lequel un bataillon allemand est venu être basé en France, c'est toujours le cas aujourd'hui, pour remplacer une unité française et éviter une fermeture de caserne. Donc en gros, ils nous ont fait un chèque pour sauver la brigade franco-allemande. Elle ne sert à rien en termes opérationnels. Alors c'est méchant ce que je dis pour les soldats qui y servent, mais c'est la réalité parce qu'en fait les deux cultures politiques et les conditions d'engagement de la moitié allemande et de la moitié française ne sont pas tellement compatibles. Donc opérationnellement, elle ne sert pas à grand chose. Diplomatiquement, c'est un symbole de coopération franco-allemande
que les deux pays conservent parce que, surtout aujourd'hui, quand vous êtes à parler de défense européenne, à chaque fois que vous parlez de défense, supprimer la brigade franco-allemande, ça enverra un symbole un petit peu paradoxal. Voilà. Sur les Britanniques, est-ce qu'ils peuvent compter sur l'appui américain? C'est une bonne question. Ils se la posent d'ailleurs de plus en plus parce que les orientations de la politique étrangère américaine depuis... En réalité, avant le mandat de Donald Trump, on aime bien focaliser en France sur Donald Trump et sa personnalité, mais les inflexions de la politique étrangère américaine prédatent et continueront après la présidence Trump. Quel que soit le vainqueur en novembre, les États-Unis continueront globalement sur la même trajectoire. Les Américains, les Britanniques ont fait le choix, effectivement, de désinvestir dans la défense, sauf certaines capacités qui seront complètement pluguées, pour utiliser ce terme anglais, mais complètement intégré à l'outil militaire américain. Un exemple, là leur porte-avions, leur nouveau porte-avions, le Queen Elizabeth va appareiller, il va appareiller avec des avions américains sur son pont, parce que les Britanniques en ont plus assez pour remplir le pont du porte-avions. Vous noterez qu'en France, on a proposé aussi de proposer aux Allemands d'acheter un escadron de Rafale Marine pour le mettre sur le Charles de Gaulle. Bon, je renvoie à ma remarque sur la brigade franco-allemande, ça servira un peu à rien, mais bon, passons. Le problème, c'est que les Américains décideront par rapport aux intérêts nationaux américains et pas par rapport aux intérêts nationaux britanniques. Et donc, si les Britanniques choisissent cette option-là, c'est une option très risquée, parce que rien ne dit qui pourront compter sur l'appui américain le jour où. Voilà. Donc c'est un pari, je pense que ce n'est pas un pari nécessairement gagnant. La réalité, c'est qu'avec le Brexit et le résultat des dernières élections parlementaires au Royaume-Uni, Boris Johnson a des promesses électorales à tenir. Il a notamment à inverser, ce qui n'est pas une mince affaire, la politique néolibérale de Margaret Thatcher et donc le désinvestissement dans les infrastructures, dans le système de santé, dans le système d'éducation. Il a été élu sur un programme étatiste. Or, ce programme-là, il coûte une fortune parce que le degré de casse des services publics au Royaume-Uni a été 5 fois supérieur à ce qu'il a été en France. Alors, du coup, vous ne pouvez pas financer le redressement intérieur du pays en même temps que la défense, ou en tout cas, ce n'est pas la politique qu'ils souhaitent adopter. Sur le dernier point, sur les remarques du général Desportes et la capacité de la France à être autonome technologiquement, en tout cas au XXIe siècle, je crois que c'est une mauvaise façon de poser le problème. Je crois que c'est une mauvaise façon de poser le problème parce que notre excellence technologique, dont on parlait tout à l'heure, notre capacité à développer les outils dont nous avons besoin, elle ne s'est jamais appuyée sur une recherche et développement autarcique et une industrie qui ne regardait pas au-delà des frontières de la France. L'arme nucléaire française a bénéficié à certains moments clés d'un appui technologique américain et britannique. Aujourd'hui, c'est connu. Bon, ça n'empêche que la dissuasion nucléaire française, elle est autonome. Elle ne dépend pas de ces pays-là. Donc, on peut tout à fait coopérer avec nos alliés, coopérer avec des partenaires qui ne seront peut-être pas demain, mais c'est peut-être là qu'il faut faire un effort de réflexion, qui ne seront pas forcément demain ceux d'aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément les Européens, pas forcément pour tout. Vous avez aujourd'hui des coopérations de défense, on parlait de la Turquie tout à l'heure, la Turquie coopère énormément avec la Corée du Sud sur les technologies de défense. C'est assez nouveau comme type de partenariat. Bon, demain, pourquoi pas imaginer travailler avec le Japon ou l'Australie. C'est possible. Soit on est dans la mondialisation, soit on est dans la forteresse Europe, mais à un moment, il faut choisir. Ça nous permettra de nous doter des technologies dont nous avons besoin pour ensuite nous doter des outils qu'on maîtrisera de manière autonome. Il faut arrêter avec ce syndrome de la France est un petit pays. La France a le PIB de la Russie. On est largement capable de faire aussi bien qu'eux. Et ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de 27 autres pays pour se débrouiller. Oui, on est on est aussi victime du discours stratégique américain, qui est un discours qui est très lourdement et exagérément dominé par les questions de technologie. Ils sont devenus incapables de penser la guerre autrement que par le prisme de la technique. Sauf qu'en fait, ils ont été battus par des talibans qui ont utilisé des technologies des années 70.
Ça prouve que ce n'est pas tellement là qu'est le sujet, en tout cas dans ce type de conflit-là. Et les Chinois, avec qui ils sont à parité technologique aujourd'hui ou presque, ne gagneront pas parce qu'ils auront des meilleures armes, ils gagneront parce qu'ils sauront mieux s'en servir. Donc aujourd'hui, la technologie circule. En plus, l'innovation technologique est largement civile actuellement, ce qui fait que c'est des technologies disponibles. Il y a des domaines d'excellence, des niches d'excellence à bien choisir, que là, il faut s'agir de maîtriser, éventuellement avec des alliés fiables. Mais après, ce qui compte, c'est sa capacité à se doter des outils et surtout à posséder les outils et surtout à posséder la capacité d'avoir des gens qui réfléchissent par eux-mêmes et qui sont capables de s'en servir pour l'intérêt de la nation. Et ça, si on n'est pas capable d'avoir ça par nous-mêmes, bah en fait, autant fermer le pays, quoi, parce que si on n'a plus la capacité à penser par nous-mêmes, effectivement, là, la France est finie. Et je ne pense pas que ce soit le cas.